Bonjour et bienvenue sur Rencontre, le podcast du laboratoire de la mobilité inclusive. Je suis Sophie Plumer, votre hôte. À l'occasion des 10 ans du laboratoire de la mobilité inclusive, nous partons à la rencontre des hommes et des femmes qui vivent et font bouger les lignes de la mobilité sur le terrain, dans les territoires. Ce projet nous a emmenés en Picardie, à Uquelier plus précisément. Uquelier est un village de 450 habitants qui a vu naître Caravane, la première auto-école itinérante de France. À Uquelier, nous avons rencontré Emmanuel Lebouc et Anthony Merlin. Ce sont les créateurs de ce projet innovant. Ils se sont fixés une mission, lever le frein de la mobilité pour faciliter l'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi. Pour Rencontre, Emmanuel et Anthony nous ont raconté la réalité de la mobilité en milieu rural, l'histoire de Caravane et les résultats qu'ils obtiennent. Je vous souhaite un bon voyage en caravane et une bonne rencontre avec Emmanuel et Anthony. Je vous donne également rendez-vous en fin d'épisode pour le débrief. Bonjour Anthony. Bonjour. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Bienvenue sur Rencontre. Merci. Plaisir partagé. Anthony, vous êtes le président de l'association Caravane ? Oui, c'est ça. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que c'est que cette association ? C'est une association qui a été créée en 2017 à la suite d'un diagnostic mobilité qui a été réalisé sur notre territoire du Montreuillois. On a voulu inventer une solution inversée qui se rapprochait des bénéficiaires. C'est-à-dire que c'est la solution qui se déplace au plus près des gens qui en ont besoin. Plutôt que de demander à celui qui est à pied en campagne de faire 10 ou 20 km pour aller trouver l'auto-école la plus proche de son domicile. C'est l'auto-école qui vient à lui ou à elle ? C'est ça. C'est quoi le problème d'être à pied en milieu rural ? C'est un gros problème. Ça veut dire qu'au quotidien, tous les villages sont distants de 5 à 10 km. C'est-à-dire que c'est pas compliqué pour aller chercher son pain parce que le pain aussi, lui, quelquefois est itinérant. Mais quand on demande à un demandeur d'emploi d'aller se former, d'aller passer le code, d'aller se rendre à un entretien d'embauche, il faut savoir que le plus souvent, c'est dans les bourgs-centres. Et donc là, il doit faire 10, 20, 25 km pour aller à son rendez-vous. Alors, Emmanuel, nous sommes au sein des locaux de l'association Espoir. Oui, absolument. Qui a donné naissance au projet Caravane, effectivement. Projet Caravane. Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qu'est Espoir ? Oui, bien sûr. Alors, l'association Espoir que je dirige depuis 2005 est ce que l'on appelle une association intermédiaire. Donc, l'association intermédiaire, sa vocation est d'aider les demandeurs d'emploi, généralement bénéficiaires du RSA, chômeurs de longue durée et jeunes de moins de 26 ans, à accéder à un emploi et éventuellement une formation. C'est la mission première de l'association, en partenariat avec l'État et le département, bien sûr. Donc, nous inscrivons plusieurs centaines de personnes à l'année et nous essayons de voir avec ces personnes leurs projets professionnels et de les mettre au travail, soit dans les métiers de service à la personne ou soit dans les métiers un peu plus généralistes de l'intérim. Et le projet Caravane, alors, comment il a vu le jour au sein d'Espoir ? Alors, c'est toujours dans la mission de l'association, donc il faut bien évidemment les remettre à l'emploi. Et on a 2 ans pour viser une réinsertion définitive. Il m'est vite apparu que c'était un peu compliqué pour nous de viser la réinsertion définitive dans la mesure où nos salariés n'avaient, pour bon nombre d'entre eux, pas de permis ou alors pas de permis et pas de véhicule. Et je ne voyais pas comment faire. Et puis un jour, tout simplement, en sortant de l'association, je vois effectivement, il y avait un camion de toilettage qui passait, qui allait tout simplement chez un client pour toiletter le chien. Puis je me suis dit, mais pourquoi en milieu rural, puisque nos salariés ne peuvent pas se déplacer pour aller à l'auto-école, pourquoi c'est pas l'auto-école qui vient tout simplement vers nos bénéficiaires ? Ce que je savais pas, c'est qu'en France, effectivement, c'était pas autorisé. Une auto-école doit être dans un bâtiment en dur et ne pouvait pas circuler. Voilà. Et puis le deuxième temps fort, ça a été de convaincre le préfet du Pas-de-Calais, monsieur Sudry à l'époque, qu'il fallait nous autoriser à expérimenter une première en France, c'est-à-dire rendre mobile l'auto-école. Et quelle a été sa réponse ? Il nous a reçus dans sa préfecture d'Arras pendant à peu près 2 heures. Il m'a tout simplement dit, vous savez, le préfet est là, certes pour faire respecter la loi, mais quand il n'y a pas de case dans un imprimé que vous voulez chercher, il peut aussi fabriquer la case. Et c'est à partir de là, effectivement, il nous a fabriqué la case pour permettre à Caravane d'acheter un camping-car et d'aménager ce camping-car en auto-école itinérante. Il a fallu aussi trouver des moniteurs d'auto-école ? Eh oui,
Ça, on pensait que ça allait être très facile. Avec Anthony, on s'était dit, on va passer une annonce, on devrait avoir normalement des candidats. Mais on n'en a pas eu tant que ça. C'est forcément la contrepartie d'être en milieu rural, c'est que ça n'attire pas forcément beaucoup, c'est peu connu. Et puis, indiquer que c'était une première auto-école, et qui plus est une auto-école itinérante, je pense que ça a certainement freiné beaucoup de monde. Donc, on a eu peu de candidats, mais il ne nous en fallait pas beaucoup. Il fallait surtout des candidats qui aient cette fibre sociale, puisque les personnes que nous accueillons, les élèves que nous accueillons dans Caravane, c'est pas tout à chacun. Ce sont des personnes qui sont en parcours d'insertion, des personnes qui ont pu rencontrer des difficultés, des cassures aussi au niveau de leur parcours. Donc il fallait quelqu'un qui, en plus de l'enseignement, ait cette fibre sociale. Et Olivier l'avait. Et on l'a trouvé. Est-ce que vous pouvez m'expliquer concrètement comment ça se passe? Le circuit, la tournée, comment vous allez chercher les gens? Combien d'élèves? Combien d'élèves? On est limité à 5 ou 6 personnes dans le véhicule, forcément, ce qui est très bien en termes pédagogiques parce qu'on va avoir un groupe réduit, donc on peut vraiment personnaliser les apprentissages. Après, le circuit, il est tout simple, il est raisonné sur des petits bassins de façon aussi à réduire l'impact et puis les déplacements. Le matin, le moniteur, il va commencer sa tournée, il va aller cueillir ses élèves un par un, soit proche du domicile, soit sur la place du village. Il va aller chercher les 5, et puis une fois qu'il aura tout son groupe, il va s'arrêter et puis il va faire son cours là de code pendant 2h ou 2h30 avec son groupe dans le camping-car qui est tout équipé. C'est une mini salle de code qui est sur roue. Et une fois qu'il aura terminé son cours, il va raccompagner tout le monde à la maison. Qu'est-ce que Caravane change aujourd'hui dans la vie de ses élèves? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils nous disent ça change tout. Pour certains, ça a changé leur vie. Ils ont pu retrouver un travail, un vrai travail, c'est-à-dire un CDD ou un CDI. Ils étaient dans des structures d'insertion, ils étaient inscrits à Pôle emploi. Enfin voilà, ils étaient un peu catégorisés demandeurs d'emploi en difficulté. Le fait d'avoir le permis, ça veut dire qu'ils ont été capables de suivre les cours théoriques avec nous, de suivre des cours de conduite. Ils sont capables d'être responsables au volant, de partager la route avec tout un tas d'autres conducteurs expérimentés. Et ça, pour eux, c'est déjà un premier point positif. Ensuite, ils vont retrouver un boulot durable. Ça change tout au niveau financier. Et puis, certains nous ont dit que dans le regard de leurs proches, de leurs enfants ou de leurs conjoints, ils étaient capables de réussir quelque chose. Et ça, c'est un des objectifs de Caravane qu'on n'avait pas forcément bien présenté dans les dossiers à l'époque. Mais finalement, c'est ça la plus belle histoire de nos bénéficiaires et de nos élèves. C'est de se dire que on participe à un changement de leur vie juste avec un permis de conduire. Et ça, c'est bien. C'est une petite victoire pour notre équipe. Et bon, c'est sans doute le point le plus important pour nous. Ouais, c'est sûr. Pourquoi est-ce que vous, Emmanuel, vous êtes embarqué, si j'ose dire, dans cette aventure? Qu'est-ce qui vous motive à mener à bien ces projets? Bon, je pense que c'est un héritage paternel, puisque mon père était issu du Queulier et étonnamment, je suis revenu dans ce village. Il avait une façon d'enseigner la médecine peut-être plus sociale qu'on peut la trouver parfois aujourd'hui. Le hasard, le destin a voulu que je revienne au même endroit. Et je pense que j'ai toujours été attaché à ça, à cette ruralité, de dire qu'on pouvait effectivement être en milieu rural et qu'on ne devait pas avoir de différence par rapport à la ville. Alors c'est plus compliqué, mais on a aussi plus de ressources, parce qu'on cherche. C'est pas parce que ça n'existe pas qu'on ne peut pas le faire. C'est pas de moi ça. C'est toujours ce qu'on s'est dit ici. Donc on a cette volonté de créer de l'emploi et on a cette volonté de lever tous les freins qui peuvent exister pour accéder à l'emploi. Donc on met des moyens, on met de l'innovation, parce que je le dis souvent, mon métier à moi, c'est créateur d'emploi, tout simplement. Dans ce podcast, on cherche aussi à montrer, la vraie vie des acteurs de terrain. C'est quoi votre vraie vie à vous, au quotidien? C'est beaucoup d'heures ici. Quand je vois ces personnes qui arrivent ici, qui des fois sont un peu fragilisées, et quand je les vois sortir, alors peut-être pas tout le monde, mais certains, et Dieu merci, beaucoup sortent quand même comme ça. Quand je les vois sortir par le haut, je me dis ça vaut le coup de le faire. Il n'y a pas très longtemps finalement que je suis dans l'insertion, ça fait à peine une 20aine d'années. Donc finalement c'est court par rapport à mon parcours. C'est le plus long parcours que j'ai fait déjà professionnellement, parce que je crois que c'est celui qui me plaît le plus. C'est quoi la suite pour Caravane aujourd'hui? La suite aujourd'hui pour Caravane, c'est de continuer à exister. Pour être très terre à terre, oui, effectivement, notre modèle socio-économique, il est à l'équilibre aujourd'hui parce que on se bagarre beaucoup
On peut compter aussi sur des partenaires publics, des fondations d'entreprises, qui viennent aussi nous apporter des finances ponctuelles sur le renouvellement du matériel. Mais aujourd'hui, oui, moi en tant que président, je me bagarre pour faire en sorte que l'aventure elle puisse continuer dès l'année prochaine. On ne vit que de subventions. Dans une auto-école sociale, c'est comme ça. Parce que les bénéficiaires, ils payent quelque chose pour accéder aux cours ? Les bénéficiaires vont payer à peu près 300 € sur la totalité du permis de conduire qui, chez nous, a un coût de revient entre 2000 et 2500. Voilà, donc c'est un choix qu'on a fait avec nos partenaires financeurs. Les politiques du département, elles sont aussi de dire on ne crée pas de nouveaux freins financiers à un bénéficiaire qui a déjà des freins à l'emploi. Donc on est couvert à 90-95% par les subventions publiques, notamment par le département qui aujourd'hui est notre unique financeur. Donc voilà, c'est facilitant pour le bénéficiaire et pour notre élève. Et quand on parle de conserver et de favoriser l'ancrage des populations à la campagne, ça passe aussi par leur donner des conditions de travail près de chez eux et donc des conditions de déplacement pour aller au travail près de chez eux. J'ai 2 dernières questions. Sur Rencontre et avec le laboratoire de la mobilité inclusive, on instruit la thèse que la mobilité de demain, elle doit être inclusive et durable. Donc on a beaucoup parlé de mobilité solidaire, de mobilité inclusive. Est-ce que avec Caravane, vous avez aussi un regard sur la mobilité durable ? Ici, dans le Montreuillois, c'est compliqué en termes d'infrastructure pour mettre en place des mobilités plus propres, telles qu'on peut les voir en agglomération. On ne peut pas créer de pistes cyclables sur tous nos chemins de campagne, c'est infaisable. La culture locale aussi, qui est quand même plutôt agricole selon les secteurs, elle n'est pas encore prête parce qu'elle n'a pas connu tout ce système de covoiturage, de mobilité douce, de partage de volants, etc. Bon, ça viendra. Là où nous, on peut peut-être avancer un peu, c'est sur l'idée d'un covoiturage intergénérationnel sans doute, en parallèle de ce qu'on fait sur le permis pour les demandeurs d'emploi. On a fait cette année une expérimentation sur la prévention routière auprès des seniors, qui permet peut-être d'envisager à un moment donné une passerelle entre les conducteurs seniors de plus de 60 ans qui sont déjà sur le territoire et qui ont de la disponibilité, qui ont un véhicule, qui sont prêts au partage, qui sont prêts au partage de connaissances. Et puis en face, des jeunes conducteurs qui sortent de chez nous, donc des jeunes permis. Mais à un moment donné, comment on peut créer le lien avec tous ces gens-là qui habitent sur le même territoire, qui ont la même volonté de faire avancer leur campagne ? Comment est-ce qu'on peut les mettre ensemble dans la même voiture pour qu'un aille transporter l'autre pendant qu'il n'a pas encore son permis ? Enfin voilà, les gens ici ont envie quand même d'aller vers cette thématique-là, c'est-à-dire le développement durable. Ça reste compliqué dans les campagnes, mais moi je suis persuadé, parce que je rencontre au quotidien, il y a des gens qui ont envie de solidarité, qui ont envie de partage, qui ont envie de mélanger des jeunes avec des moins jeunes. Enfin voilà, il y a cette idée de vivre ensemble que je rencontre au quotidien, qui transparaît pas forcément dans les comités de pilotage, dans les diagnostics avec les élus, etc. Mais quand on se promène dans les rues et sur les trottoirs, on discute avec les gens et on sait bien, on l'entend qu'ils ont envie de ça. Donc il faut créer maintenant le cadre favorable. Par contre, il faut que ce soit simple, il faut que ce soit efficace, il faut que ça aille vite. Et avec Caravane aussi, on a voulu un truc simple. Voilà, quand on fait simple, finalement, ça fonctionne très très bien. Est-ce que vous parlez de mobilité électrique ? On en parle. Oui, la mobilité électrique, on en parle. Ça peut être une très bonne solution pour les publics qui sont dans les structures d'accompagnement à l'emploi. Donc peut-être sans permis dans un premier temps, mais en tout cas un véhicule électrique, boîte automatique, qui peut être pratique aussi au quotidien pour eux parce qu'ils ont juste besoin d'un moyen de locomotion pour aller du domicile jusqu'au lieu de travail. Et en campagne, ils vont faire 10 ou 20 km grand maximum pour aller jusqu'au lieu du boulot. Donc le véhicule électrique peut très bien être une solution utilisable dès maintenant. Par contre, au niveau matériel, voilà comment on fait. Ça veut dire qu'on revient encore une fois à cette idée de coopération, de mutualisation. Comment on fait en collectif pour avoir une flotte de véhicules électriques sur l'arrondissement, qu'on peut prêter ou louer ou mettre à disposition de ces travailleurs pour qu'enfin on mette sur la route des gens qui ont envie d'aller bosser, qui ont besoin d'aller bosser, mais qui ont besoin de se déplacer en race campagne. Mais il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à le faire à la campagne alors que ça se fait déjà en agglo, effectivement. Est-ce que ça changerait quelque chose dans le fait d'apprendre à conduire, les véhicules électriques, les boîtes automatiques ?
Ça paraît plus simple, la boîte automatique. Il y a moins de manipulation à faire au niveau de la boîte de vitesse. Il y a moins de manipulation au niveau des pédales. Enfin voilà, on est plus tranquille. Pour moi, c'est une piste à explorer et qui peut avoir un double impact, non seulement au niveau du développement durable, forcément, mais aussi au niveau de l'efficacité rapide pour remettre les gens sur la route de l'emploi. Oui, le véhicule électrique, ça peut être la prochaine bonne idée par ici. J'ai une dernière question. Le laboratoire de la mobilité inclusive fête ses 10 ans cette année. 10 ans de travail en faveur de la mobilité inclusive. Qu'est-ce que ça signifie pour vous ? 10 ans de travail, ça veut dire qu'on a déjà passé beaucoup de temps, mais ça veut dire qu'on n'est pas encore au bout et qu'il en reste encore au moins 10 ans à faire sans doute. Qu'est-ce que ça vous évoque, 10 ans de travail au service de la mobilité inclusive ? C'est toujours l'idée que j'ai que tout ce qu'on fait, quand on fait quelque chose, on pense au départ, il faut le faire bien sûr parce qu'il y a la nécessité, mais voilà, en 2-3 ans, on va régler le problème. Donc on démarre toujours comme ça. Et heureusement d'ailleurs, parce que si on nous disait qu'il fallait rester plusieurs dizaines d'années, je pense qu'on serait effrayé au départ, on ne le ferait pas. Mais quel que soit ce qu'on fait là, donc le laboratoire de la mobilité inclusive, ce que nous on fait, bien évidemment, au niveau de l'insertion, ça n'arrête jamais, c'est tout le temps. Il y a tout le temps quelqu'un à aider, et c'est tant mieux d'ailleurs, parce que c'est ce qui nous fait tenir aussi en même temps, même si d'un côté on se dit on aurait dû finir plus vite. Je le dis souvent, c'est comme les restos du cœur, finalement, ils auraient dû arrêter, mais Dieu merci, heureusement qu'ils sont toujours là. Mais nous c'est pareil, et vous c'est pareil aussi. Il y a encore beaucoup de personnes qui ont besoin de nous parce qu'il y a beaucoup de personnes fragiles encore, parfois malheureusement invisibles, parce qu'elles se cachent dans leur village, ou même des jeunes qu'on a du mal à capter et qui restent chez eux, tout simplement. Merci beaucoup Emmanuel. Merci. Et je vous souhaite beaucoup de succès et bravo pour ce que vous faites. Merci, à la prochaine. Merci d'avoir écouté cet épisode. Que retenez-vous de cette rencontre avec Emmanuel et Anthony ? Avec l'équipe du laboratoire de la mobilité inclusive, nous voulions vous partager ce qui nous avait particulièrement marqué. La première chose est que nous voulons vraiment, à travers cette 2e saison du podcast, valoriser le dynamisme, l'audace, la capacité d'innovation des acteurs et des actrices de terrain qui œuvrent pour une mobilité plus inclusive et durable. Et cette première rencontre avec Emmanuel et Anthony est un bel exemple. Ensuite, s'il fallait encore le prouver, nous retenons le lien direct entre mobilité et inclusion sociale. Anthony le disait très clairement, lever le frein de la mobilité, ça permet aux personnes de trouver un emploi stable et durable. Sur la dimension écologique, nous retenons aussi que les solutions électriques ont beaucoup d'atouts pour la mobilité en milieu rural, mais que le prix d'achat reste le véritable frein à lever pour leur développement. Enfin, nous avons bien compris l'état d'esprit innovant dont il faut faire preuve pour construire la mobilité de demain, et nous avons été séduits par l'idée du covoiturage intergénérationnel qui mixe parfaitement inclusion sociale et transition énergétique. Et surtout, beaucoup de plaisir à vivre ensemble. Nous espérons que cette idée donnera lieu à un projet plus concret. Voilà, nous arrivons au terme de cette rencontre avec Anthony et Emmanuel. Je vous invite à écouter le prochain épisode qui donnera cette fois-ci la parole à Olivier, le moniteur de l'auto-école Caravane, et à ses élèves. Alors à très vite pour un prochain épisode de Rencontre.